Salut à tous les chéris, merci à tous de nous retrouver dans l'After Game. Avec nous aujourd'hui, Yohan Gilles, salut Yo. Salut Lucas, salut Enzo et salut les gars. Et Enzo Buenalana, salut Enzo. Salut Lucas, salut Johan et salut à tous. Vendredi, la France s'est imposée face à la Moldavie, 4 buts à 1, un match sans difficulté face au 70e du classement FIFA. But de Griezmann, Varane, Giroud et Mbappé et un but anecdotique pour les Moldaves. Les gars, que pensez-vous de cette victoire, Yohan? Ouais, bon, on s'attendait à une victoire facile pour les Bleus, pour leur entrée en lice dans cette phase éliminatoire. En première mi-temps, bon, ils ont déroulé 3 buts, 3-0. En deuxième mi-temps, ils ont un peu levé le pied. Au final, 4-1, voilà, ils ont assuré l'essentiel qui était de gagner et de ramener les 3 points en France. Donc voilà, c'était une victoire logique et sans surprise. Enzo? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, une victoire logique, méritée. Ils ont déroulé en première mi-temps, ils ont assuré le job, on va dire, 3-0 en première mi-temps dans les premières minutes. Et après en deuxième mi-temps, ils ont attendu les Moldaves, ils ont essayé de marquer un peu plus, bon, ils ont marqué qu'un but. Après le seul point négatif c'est avoir encaissé un petit but, même si c'est 4-1, bon, peut-être terminer à 4-0 ça aurait peut-être été mieux pour les hommes de Didier Deschamps. Même pour le secteur défensif, voilà, c'est toujours bien d'avoir un clean sheet. D'avoir un clean sheet, exactement. Après, bon, on s'attendait à une victoire face au 170e mondial, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'était une victoire obligatoire. Après, dans le jeu, il y a eu du beau football proposé. Là, la compo de Didier Deschamps était bonne, était la bonne. Et après, bien sûr, il y a eu les forfaits de Lucas Digne pendant l'échauffement et on a appris les forfaits de Coman. Donc on verra ce soir face à l'Islande la composition de Didier Deschamps. Oui, c'est surtout en deuxième mi-temps, on s'ennuyait quand même. Tous les spectateurs ont préféré la première mi-temps que la seconde, ça c'est sûr. Voilà, après, c'était logique que la France s'impose face à la Moldavie. Et avec son 34e but sous le maillot bleu, Olivier Giroud monte sur la marche du podium, rejoignant David Trezeguet. Giroud est-il un attaquant de classe mondiale, Yohan? De classe mondiale, je ne sais pas si on peut le signifier comme ça, mais en tout cas, comme tu l'as dit, il monte sur la marche du podium des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Il est qu'à 7 unités de Michel Platini. Donc en équipe de France, c'est indéniable, il fait une bonne carrière sous le maillot bleu. Après, on le compare toujours par rapport à des grands attaquants. Certes, quand on le regarde sur le terrain, et peut-être que ce n'est pas le joueur le plus agréable à voir jouer, le plus esthétique, mais il est performant en équipe de France. Alors certes, en club, peut-être qu'il a des stats un peu moins bonnes, mais en tout Il cas, n'est pas constant. Il est peut-être pas constant, mais en tout cas à Montpellier, c'était un buteur. Arsenal, mine de rien, n'était pas toujours titulaire, il a planté. Là, il a Chelsea, bon, il n'est pas titulaire, mais c'est quand même le meilleur buteur Ligue Europa. En tout cas, pour venir sur son statut en équipe de France, il est très important. Et pour un peu m'écarter du sujet, pour moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il a été très important à la Coupe du Monde. Alors certains ont parlé comme quoi on pouvait mettre d'autres attaquants à sa place, comme Lacazette, des Ben Yedder ou même Benzema, mais ça c'est encore un autre débat. Pour moi, il a été utile dans son jeu de haut but, dans sa capacité à libérer des espaces pour les ailiers. Donc pour moi, voilà, en équipe de France, c'est un point d'appui. C'est un pivot. Pour moi, il a totalement sa place en équipe de France et je pense qu'il va même dépasser Platini vu la poule qu'on a à l'Euro. Je pense qu'il risque très bien de monter sur la deuxième marche du podium. Enzo? Johan a tout dit. Après, pour la question si c'est un attaquant de classe mondiale, c'est un peu fort quand même, mais il est performant en équipe de France. Il a 34 buts, il passe devant David Trezeguet. En Coupe du Monde, comme tu l'as dit, il a été essentiel au sacre, même si bon, il a pas marqué. Il a fini avec 0 but, mais dans le jeu, il était présent. Défensivement, il était présent. Et après, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que Didier Deschamps joue avec un réel attaquant numéro 9? Et la question est non. Parce que comme on le voit, il s'appuie quand même sur des Mbappé et des Griezmann. Griezmann qui jouait derrière l'attaquant en Coupe du Monde, Mbappé qui joue sur le couloir. Et Olivier Giroud servait de point d'appui pour permettre les brèches comme tu l'as dit. Ah oui. Donc oui, il est essentiel au système de Didier Deschamps. Donc c'est pour ça que le débat de dire est-ce qu'on prend Olivier Giroud ou pas, oui, on peut le prendre parce qu'il marque, il est décisif. Et après, pour ceux qui se moquent de lui, etc., il est essentiel dans le jeu de Didier Deschamps. Bien sûr. Même si en club, comme tu l'as dit, c'est compliqué parce qu'il y a Gonzalo Higuain qui a été recruté, le troisième attaquant de Chelsea. Mais bon, il marque même en étant sur le banc à tous les matchs, de pas titulaire, il marque en Europa League. Tous les clubs où il est passé, il a toujours marqué. Voilà, il a inscrit un triplé lors du dernier match, même si c'est pas contre une équipe de classe mondiale. Mais bon, il est là, il est toujours là, il est présent, il marque, et on peut rien lui dire pour l'instant. Voilà, mais certes, comme tu dis, il n'a pas marqué de but à la Coupe du Monde, mais il a été utile.
Et est-ce que si ça aurait été Benzema ou Lacazette à sa place, est-ce que l'équipe de France aurait été championne du monde? Je sais pas. Et Ça, on n'aura la- jamais, ouais, voilà, la on n'aura réponse. jamais la réponse. Mais la qualité d'Olivier Giroud, c'est qu'il joue pas pour lui. Il joue pour ses coéquipiers. Je me rappelle une action contre les Pays-Bas après la Coupe du Monde où Mbappé peut marquer, où Giroud peut marquer, il a laissé Mbappé. Donc bon, c'est aussi la qualité aussi d'Olivier Giroud qui met ses partenaires en confiance et qui permet à ses partenaires de gagner. Il ne ronchonne jamais. Quand Didier Deschamps le met sur le banc ou même quand Sarri le met sur le banc, il discute jamais, il accepte la décision. Et c'est aussi ça qui fait de lui un très bon attaquant. Même si coéquipiers le disent, comme Samuel Umtiti, je fais référence à sa présence sur Téléfoot, il a dit que c'était un très grand travailleur et que s'il était là, S'il est, avec s'il est là 34 aujourd'hui, buts, voilà, s'il est s'il là est là aujourd'hui, c'est que bon, titulaire en équipe de France avec 34 buts, c'est pas pour rien. Donc c'est pas n'importe quel joueur qui pourrait mettre 34 buts sous le maillot de l'équipe de France. par contre, avec l'équipe de France, il est assez constant. Même s'il a pas réalisé une bonne Coupe du Monde, il est assez constant. Ouais, Il me fait penser un peu comme à une Memphis Depay, qui en sélection est très performant. Il est impliqué sur les 15 buts. Il est impliqué sur 15 buts des 16 buts des Pays-Bas, Memphis Depay. Il a encore marqué là. Il a encore marqué face à l'Allemagne. Et Olivier Giroud, c'est pareil. En club, il n'est pas très performant. Mais par contre, en équipe de France, il est là, il est présent dans le jeu. Et aussi, il a des statistiques avec les 34 buts en équipe de France. Les gars, revenons sur le sujet grisou, sujet brûlant que l'on a eu dans la dernière vidéo. Qu'avez-vous pensé de sa prestation durant le match, Enzo? Bon, c'était face à la Moldavie. Donc on va dire qu'on ne peut pas trop juger sa performance et ce qu'il a le niveau au-dessus de l'Atlético Madrid. Mais bon, il a marqué, il a été présent, il a été décisif. Et après, on verra ce soir face à l'Islande s'il est titulaire. Donc je pense que oui, il va être titulaire. Et on verra, parce que c'est quand même une équipe, on va dire, redoutable. Mais bon, c'est un adversaire au-dessus de la Moldavie. On se rappelle du match en octobre dernier où les hommes de Didier Deschamps étaient menés 2-0 à la 70e minute de jeu. Et il a fallu l'entrée d'Mbappé pour remettre Même jusqu'à la 85. 85e. À 86, 80 dans les arrêts de jeu. Mbappé qui fait le travail, un but contre son camp et un penalty. Mais bon, on verra ce soir déjà s'il réalise un bon match et s'il enchaîne 2 matchs très bons en équipe de France. Ouais, Griezmann, c'est un grand joueur. Alors certes, c'était face à la Moldavie, mais il a quand même fait un match de qualité. Pour moi, c'était le meilleur Français sur le terrain. Il a marqué un but. Et quel but quand même sur Il a marqué sur un une très beau magnifique but. passe de Paul Pogba. D'ailleurs, ils ont une très bonne relation sur Ouais, le terrain c'est- et en dehors. Et il a également fait une passe décisive sur le corner, sur la tête de Raphaël Varane. Donc voilà. Donc, dans le jeu, on a vu quand même qu'il était important dans l'équipe, ça on le sait. Mais bon, après, il faut quand même relativiser les choses parce que c'était face à la Moldavie. Et a-t-il vraiment les qualités d'un bon joueur pour jouer au Barça, Johan? Pour moi, oui. Enzo, je sais pas ce que t'en penses, mais Pour moi, il faut qu'il prouve dans les grands matchs, que ce soit à l'Atlético Madrid ou même en équipe de France, même s'il y en a beaucoup qui il a disent... prouvé quand même dans l'équipe de Oui, France. oui, bien sûr, il a prouvé. Mais après, moi, le truc que je repense à Griezmann, c'est que j'aimerais qu'il soit plus présent dans les grands matchs. Par exemple, contre la Croatie. Tu veux dire dans les grands matchs, Un sur match le plan important, international match et également crucial. avec des champions. Bon, match cruciaux, voilà. Que ce soit face à la Croatie en finale, même s'il marque sur penalty, bon, on va pas se le cacher, c'est un penalty. Mais après, dans le jeu, il n'a pas été vraiment là. Comparé à Mbappé, par exemple, quand il a réalisé une meilleure Coupe du Monde, je trouve qu'Antoine Griezmann. Oui, après, en tout cas, est-ce qu'il a le niveau pour jouer au FC Barcelone? Bien sûr. À l'Atlético Madrid, il a plus un rôle, il exploite moins son talent offensif parce que l'Atlético, c'est comme une équipe qui a moins le ballon que ses adversaires. Alors, surtout dans les grands matchs, on l'a vu encore face à la Juve au match retour, c'est une équipe qui procède en contre. Donc il n'a pas forcément les possibilités d'exploiter son potentiel offensif. Par contre, au contraire, s'il va à Barcelone, c'est une équipe qui a la possession du ballon. Et dans ce cas-là, bon, après ça dépend à quel poste il joue, il pourra plus exploiter ses qualités, qui est des remises en une ou deux touches de balle, ce qui correspond très bien au jeu barcelonais, et sa qualité technique qui est quand même au-dessus de la moyenne. Donc pour moi, il a largement le niveau pour jouer à Barcelone. Il le prouve pour moi aussi bien à l'Atlético qu'en équipe de France. Il a peut-être le niveau du FC Barcelone, mais après, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, est-ce qu'il sera titulaire d'entrée? Et sinon, mais après, oui, on en a déjà parlé. Après, oui, voilà. Mais est-ce que lui, il accepterait d'aller sur le banc? Et pour moi, c'est juste ça. Aucun grand joueur, comme c'est quand même un grand joueur, aucun grand joueur n'accepte d'être sur le banc. Mais après, c'est à lui de prouver à l'entraînement et dans les grands matchs, même après, quel il y a match, déjà qu'il a sa place à jouer pour jouer pour jouer à Barcelone. Valverde a déjà sa composition, etc. Donc est-ce que lui, il mettrait Suarez sur le banc et en place de Griezmann, sachant que Suarez est là et ancré dans le club?
il est quand même décisif, même si on le critiquait souvent, il est quand même décisif, il est là, il marque dans les moments importants. Et est-ce qu'il se permettra de mettre Non, peut-être pas Suarez Suarez. sur le banc Peut-être ou... pas Suarez, Dembélé, pourquoi pas. Dembélé, il fait une saison, bon, il a quand même des stats plus qu'honorables vu sa saison quand même en demi-teinte. Bah, il a beaucoup de blessures, il marque Voilà, quand beaucoup même. de blessures, voilà. Mais pour moi, Griezmann, il peut très bien déloger Dembélé de sa place de titulaire. Après, quand tu arrives dans un club, même si tu es recruté 100 millions, tu pars jamais en tant que titulaire. Tu peux, alors c'est dans certains clubs, je fais notamment référence à Paris, tu arrives avec un statut de joueur star, donc tu es payé 100 millions, tu joues, même que tu sois mauvais, tu joues. Bah, à Barcelone, c'est pas comme ça. Ah non, À c'est pas la Barcelone, même tu peux être institution, recruté pour etc. 100 millions, mais si t'es pas bon, tu dégages, t'es sur le banc. Oui, Donc oui. pour moi, il devra prouver qu'il a sa place, et pour moi. De toute façon, on verra dans le prochain mercato. Voilà, si, déjà la question elle se pose même pas s'il n'est pas transféré à Barcelone. Voilà, on déjà. verra. Enzo, tu parlais d'Mbappé. Est-il trop pressé d'inscrire autant de buts à son âge, que ce soit en équipe de France ou au Paris Saint-Germain, Enzo? Trop pressé, je sais pas. Mais en tout cas, il faudrait qu'il réalise que. Je sais pas s'il réalise justement que ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Parce qu'il a quand même 19 ans et ses statistiques sont au-dessus de la moyenne, on le sait, au-dessus de Messi à leur âge, au-dessus de Ronaldo. Mais après, bon, on peut pas comparer Messi et Ronaldo à l'âge d'Mbappé parce que bon, Mbappé joue quand même avec des grands joueurs qui lui permettent de marquer ses buts, de faire ses passes décisives. Même s'il est vraiment très très fort, Kylian Mbappé, il a des statistiques hors normes. Mais après, il faudrait qu'il essaie de rester sur terre. Il le fait très bien en com. Par contre, ça, je trouve qu'en com, il est très fort. Il arrive à gérer les situations quand ça va pas. Mais bon, il faut pas qu'il brûle les étapes. Voilà. Oui, ce qu'il fait à son âge, c'est énorme, aussi bien en équipe de France qu'en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. C'est le meilleur buteur de Ligue 1. Après, le risque, c'est faut qu'il reste toujours dans le même état d'esprit. Il ne faut pas qu'il prenne trop la grosse tête. Ça, c'est un risque. Après, ce qui est trop pressé de marquer trop de buts, pour moi, je ne peux pas lui en vouloir sur ça. Un joueur avec à 20 ans, avoir une telle envie de gagner, de marquer, je ne peux pas lui en vouloir, au contraire. Par contre, il ne faut pas qu'il ait trop un esprit personnel, individuel, et plus penser au collectif. Voilà. Il y a juste ça, oui, voilà, il y a juste ça qu'on peut lui reprocher. Par exemple, contre l'OM, quand Di Maria peut inscrire un triplé, enfin, tout joueur normal aurait laissé le ballon à Di Maria. Après, voilà, il y a juste ça qui peut-être peut modifier Kylian Mbappé. Oui, et puis même face à la Moldavie, on l'a vu lors d'une action, c'était en première mi-temps, il me semble. Matuidi, il a l'opportunité de faire une passe décisive à Mbappé. Il préfère tirer et Mbappé lui en veut. Bon, après, ça, c'est. Après, bon, c'est tout attaquant, mais bon, oui, voilà, il faut pas qu'il brûle les étapes, il faut pas qu'il. Après, trop vite, c'est pas une question. Enfin, c'est pas la. Comment dire? Trop vite, oui, il marque, ça on est d'accord. Mais bon, après, s'il peut aller jusqu'au bout, il ira. Et après, on verra ce mercato si le Real Madrid est comme annoncé par des journalistes espagnols, si le Real Madrid veut vraiment recruter Kylian Mbappé. Pour rappel, les gars, ce soir, la France affronte l'Islande au Stade de France pour le deuxième match des phases éliminatoires de l'Euro 2020. La France va-t-elle enchaîner une deuxième victoire? Un pronostic, Johan? Oui, pour moi, oui. De toute façon, face à n'importe quelle équipe de cette poule, la France est favori. Il n'y a aucune équipe qui fait peur à l'équipe de France. Donc pour moi, oui, ils ont intérêt à s'imposer ce soir pour enchaîner une deuxième victoire. Un petit pronostic? Un petit pronostic, c'est vraiment un score exact, je dirais un 3-0. Enzo? Oui, je pense que l'équipe de France va s'imposer. Même si le dernier match, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est clôturé par un 2-2 entre la France et l'Islande. C'était le post-Coupe du Monde. Ils avaient fait juste 2 matchs à l'équipe de France, contre l'Allemagne et contre les Pays-Bas. C'était un nul. Après, je pense que la France a pris en maturité. Ils sont redescendus sur terre vraiment. Et je pense que oui, ils vont s'imposer ce soir. Didier Deschamps va mettre les hommes pour. Après, on va pas revenir sur la composition parce que il va mettre la même compo. Voilà, je pense qu'il va mettre la même compo. Il va faire tourner après dans la fin de la rencontre. Je pense que l'équipe de France va s'imposer 4-1. D'accord, bon, on verra ce soir. Hein. Tu as un pronostic? Non, je ne m'exprime pas sur ce sujet. Mais la France doit-elle être invaincue dans son groupe? Ah oui. Enzo? Je pense que si la France n'est pas invaincue dans son groupe, ce ne sera pas une faute professionnelle, mais presque. Parce qu'on va citer que deux équipes parce que c'est l'actualité. Moldavie et Islande. La France doit gagner le match aller et le match retour. Après la Turquie, je pense que c'est la seule équipe qui, on va dire, au-dessus des autres, mais qui ne rivalise pas l'équipe de France. L'équipe de France est championne du monde. L'équipe de France se doit de gagner toutes ses rencontres. Aller peut-être 1 ou 2 matchs nuls face à la Turquie et encore. Mais quand on a des équipes comme Andorre
En dehors, j'ai tout le respect pour eux, mais ça doit se terminer par des 5-6-0. Voilà. Donc la France, oui, doit être invaincue. Johan. Oui, je pense la même chose, vu les équipes qu'il y a dans la poule. Si oui, la France doit d'être invaincue. Voilà, pourquoi pas faire que des victoires. On sait jamais, même si c'est quand même compliqué de gagner tous les matchs. Oui, voilà, c'est mais bon. compliqué, mais bon. Turquie, Islande, oui, je pense ils sont à un niveau au-dessus des autres équipes, parce que Andorre, Albanie, c'est très faible. Très Donc faible. voilà, je pense que la France, oui, va être invaincue dans. Après, il ne faut pas qu'il y ait un excès de confiance de la part des Français. Voilà, c'est juste ça. Mais bon, je pense pas, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont pris une certaine maturité. Ils jouent tous dans des grandes équipes. La Coupe du Monde, ça y est, c'est fini. Donc oui, la France doit être vaincue. Basculons avec la Ligue 1. Enzo, un mot sur les prochaines rencontres de l'OM. Ben, l'OM se reçoit Angers, samedi à 17h. Donc c'est le premier match après la défaite face au Paris Saint-Germain. Donc il faut voir on va voir si les Marseillais ne sont pas sur le coup de la victoire, même s'il y a eu la trêve internationale. Les Marseillais ont quand même eu ceux qui n'ont pas été sélectionnés avec leur sélection ont eu du repos. Ils ont repris seulement la semaine dernière, jeudi. Donc après on va voir aussi les résultats de l'Olympique Lyonnais, qui a quand même une fin de saison compliquée. Là qui reçoit Rennes, qui va à Rennes, pardon, qui reçoit Rennes en Coupe de France, et qui va enchaîner à la 35e journée Bordeaux. Il va se déplacer à Bordeaux, recevoir Lille et Montpellier. Donc je pense que le calendrier est plus chargé pour les Lyonnais que pour les Marseillais. Mais après, il faudra que les Marseillais s'imposent. Il faudrait que les Marseillais s'imposent. Parce que si on regarde que le calendrier des Lyonnais et on se dit oui, mais on va affronter ci, on va affronter ça, mais il faut que les Marseillais s'imposent pour espérer au podium. Il faudra faire un parcours sans faute. Voilà, ils sont à parcours 6 sans points. faute. 6 points des Lyonnais. Après la 36e journée, on va le répéter encore. Il y a la confrontation contre les Lyonnais, mais bon, on verra, on suivra ça De très près, ouais. Yo, un petit mot sur les Verts, peut-être. Oui, alors la Saint-Etienne va recevoir dimanche à 15h les Nîmois. Donc un match encore important, hein, s'ils veulent espérer, pourquoi pas, titiller un peu la 4e place, voire la 3e, même si ça va être compliqué, il y a quand même 7 points de retard sur les Lyonnais. Donc il va falloir, comme les Marseillais, hein, faire un parcours sans faute s'ils veulent espérer toujours rêver au podium. Mais je les vois bien au moins terminer 5e, les Stéphanois. Et pourquoi pas devancer l'Olympique de Marseille, même si je pense que Marseille est plus armé et a un calendrier plus favorable que les Stéphanois pour terminer à la 4e place. Synonyme de qualification directe pour la Ligue Europa. Après, on verra bien sûr si le vainqueur de la Coupe de la Ligue, entre Guingamp et Strasbourg, qui va avoir lieu dans pas très longtemps. Petit pronostic pour Guingamp-Strasbourg? Eh bien, Guingamp, attention à Guingamp quand même, parce qu'ils jouent le maintien, mais c'est une équipe de coupe. Ils l'ont déjà remporté pas mal de fois, donc moi je mettrais peut-être un petit billet sur Guingamp. Moi sur Strasbourg. Et toi, Lucas? Non, moi je m'exprime pas sur ce sujet. Commencez pas, s'il vous plaît. Enzo, un pronostic sur Angers-Marseille, peut-être. Marseille-Angers. Marseille-Angers. Angers-Marseille. 2-1 pour l'OM. D'accord. But de. J'ai le but ou le buteur? Vas-y, tu Super peux. Mario qui Mario Balotelli et Lucas Ocampos. Ah, tiens, on change un peu. Ben, merci à tous de nous avoir suivis, les gars. Merci de m'avoir confié la présentation encore Merci une à fois. toi, Lucas. Merci à toi. Très gentil. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Lâchez un pouce bleu, bien évidemment. Comme d'habitude. Hein, Isaac, on t'embrasse. Et à la prochaine. Merci, ciao. Ciao, les gars. Ciao.